Je prends la parole pour venir soutenir la motion pour une ou deux raisons supplémentaires. La première raison, je l'ai exposée à la réunion de la conférence des présidents et je vais la répéter ici à l'intention de tous les collègues députés nationaux. La motion de défiance, tout comme la motion de confiance et même la motion de censure, sont des moyens, sont des pouvoirs qui nous sont accordés dans le cadre d'une constitution qui définit la nature des rapports qu'il y a entre nous, Assemblée nationale, Parlement de manière générale, et le gouvernement. Ces rapports définissent la nature du régime politique qui est le nôtre. Et ce régime politique est dessiné dans la Constitution à travers non pas un seul, mais plusieurs articles. Ce qui fait que quand on fait usage d'un de ces pouvoirs, il faut le faire en cohérence parfaite avec l'ensemble des dispositions de la Constitution, de sorte à ne heurter aucun. Permettez-moi donc de rappeler brièvement ces dispositions de la Constitution. Le régime politique qui est le nôtre est un régime fondamentalement parlementaire, même s'il y a des éléments du régime présidentiel. Et les éléments caractéristiques de ce régime parlementaire sont au nombre de 2 consacrés dans notre Constitution, à savoir la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale et deuxièmement, la possibilité qu'a le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de conflit persistant avec le gouvernement. Lorsque vous retrouvez dans la Constitution ces 2 éléments, le régime parlementaire est caractérisé. Et ce régime veut que, aussi bien à l'entrée de leurs fonctions qu'à la sortie de leurs fonctions, les membres du gouvernement reçoivent la confiance de l'Assemblée nationale. Et cette confiance doit être permanente du début jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous trouvez dans la Constitution, d'abord l'article 78, qui impose au président de la République le devoir de nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, qui est constaté à l'issue des élections législatives, évidemment. Ensuite, à l'article 90 de la Constitution, il est fait obligation au Premier ministre de venir devant l'Assemblée nationale, présenter le programme d'action qu'il aura défini en concertation avec le président de la République, pour que, en cas d'approbation du programme, l'Assemblée nationale investisse les membres du gouvernement, c'est-à-dire leur donne la confiance, ce qui fait dépendre politiquement les membres du gouvernement de l'Assemblée nationale. La Constitution dit ensuite, à l'article 100, c'est pour ça que j'ai dit tous les articles se tiennent, que les pouvoirs que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ont, sont de 2 sortes, à part la représentation, à part le pouvoir constituant dérivé. C'est le vote des lois et c'est le contrôle du gouvernement, des établissements publics et des services publics. C'est ce contrôle-là qui nous donne à nous le pouvoir de sanctionner le gouvernement, non pas judiciairement parce que nous n'en avons pas la compétence, non pas administrativement parce que ce n'est pas notre compétence, mais politiquement. Politiquement en engageant sa responsabilité. C'est cet article-là qui fonde notre compétence de contrôle sur le gouvernement. Et les moyens de ces contrôles sont définis à l'article 138. Il y a d'abord les moyens d'information et puis les moyens de contrôle. Notre règlement intérieur a eu même le génie de faire la distinction entre les moyens d'information et les moyens de contrôle. Les moyens d'information qui ne vont pas jusqu'à la prise de la sanction, juste pour éclairer l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et ces moyens d'information sont la question d'actualité, la question orale avec ou sans débat, la question écrite et l'audition en commission. Et les moyens de contrôle sont de 2.
l'interpellation et la commission d'enquête. Et l'article 138 de la Constitution, à l'alinéa 2, ajoute très clairement que ces moyens d'information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées dans les règlements intérieurs. Et ils peuvent aboutir, les cas échéants, à la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement ou des membres du gouvernement. Laquelle mise en cause est prévue à l'article 146 de la Constitution. Et cet article 146 de la Constitution a été mis en œuvre par les articles 235 et 236 du règlement intérieur. Cher professeur, est-ce que vous pouvez aller droit au but? Nous allons vous réserver une séance pour un cours de droit constitutionnel après. J'y arrive, honorable président. Parce que les collègues ont fondé leur initiative sur les articles 100 et 146 de la Constitution, ainsi que sur l'article 235 du règlement intérieur. Je voudrais indiquer que, puisque le régime parlementaire suppose la confiance permanente envers le gouvernement, ce régime impose la cohésion au sein de la majorité qui soutient le gouvernement. C'est ce qui fait que dans le règlement intérieur, il est prévu que pour aboutir à la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement dans son ensemble ou des membres de ce dernier, les moyens qui y donnent directement accès, c'est connu dans le règlement intérieur. C'est notamment l'interpellation. En réalité, dans la gradation des moyens de contrôle, avant d'arriver à la sanction extrême, qui est la motion de censure ou de défiance, il est indiqué de commencer par l'interpellation notamment. Et vous verrez, honorable président, que le texte qui nous est proposé par des collègues fait un peu un mélange des deux. Il est intitulé « Motion de défiance », mais à l'intérieur, vous trouvez des questions qui sont posées aux membres du gouvernement, auxquelles il est sommé de répondre. Quand on arrive là, à une motion de défiance, ce n'est plus le moment où on pose des questions au ministre pour qu'il y réponde. Parce que l'interpellation est justement prévue pour cette étape-là. Et le règlement intérieur prévoit que celui qui veut initier cette procédure-là vient d'abord en assemblée plénière, nous nous réunissons à huis clos, nous approuvons l'initiative, on inscrit dans le calendrier avant que l'initiative ne parte au gouvernement. Et donc, honorable président, allez-y, chutez. Pour n'avoir pas respecté cette procédure-là, de la gradation des moyens de contrôle que nous avons, pour être allé directement vers une motion de défiance, et pour avoir confondu une motion de défiance avec l'interpellation, je pense que la motion de l'honorable Sakata vaut la peine. Merci. Ça veut dire que cette initiative est irrécevable. J'ajoute une raison, honorable président. C'est qu'à l'heure de la juridictionnalisation des motions, vous savez que depuis 2007, la Cour suprême de justice contrôle les motions de défiance et de censure. À l'heure de la juridictionnalisation, nous travaillons sous le contrôle des deux juridictions, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Évitons que nous puissions, nous, Assemblée nationale, subir un camouflet de la part des juges lorsqu'ils auront constaté que nous n'aurons pas nous-mêmes respecté la Constitution et le règlement intérieur. Vous savez qu'en 2000, honorable président, je termine par là. Oui, allez-y, s'il vous plaît. En mai 2020, il y a une jurisprudence qui a concerné cette Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale avait destitué un premier président du bureau. Il avait introduit un recours au Conseil d'État et le Conseil d'État avait annulé cette motion-là. L'Assemblée nationale de l'époque a voulu faire test au Conseil d'État. Vous savez ce qu'il en est revenu, il en est advenu.
personne n'a plus siégé ici pour pouvoir élire un nouveau premier vice-président. Donc, honorable président, pour ne pas faire subir à notre Chambre cette humiliation de la part d'une des juridictions que je viens de citer, et pour cette raison que je viens d'indiquer, le non-respect de la gradation des procédures, je pense que la motion de l'honorable Sakata vaut la peine. Cette initiative est irrécevable. Je vous remercie.